les jardins de Cocagne. Ouais. Non, quand on en est à la 10e ou 12e réforme de l'IAE, je ne suis pas aussi emballé que mes amis. Parce qu'effectivement, on a une particularité en France, c'est qu'effectivement, d'abord, attendre des pouvoirs publics de l'innovation, ça n'a jamais existé. Je suis assez d'accord. L'innovation, elle vient toujours d'en bas. Donc plutôt que de se mettre au service de l'innovation pour essayer de construire, on est en train de bâtir une effort. Donc on va rajouter dans le millefeuille sans liant, assez dégueulasse à manger, le fait, une strate de plus. Pour autant, on va le travailler comme d'habitude avec beaucoup de sérieux. Comme d'habitude, on va essayer de faire avancer un petit peu les choses. Mais les enjeux, ils ne sont pas là. C'est le manque de souffle, elle manque de vision, cette réforme de l'IAE. On n'y croit pas, au fond. L'IGAS nous balance un rapport, il y a 6 mois, qui explique que l'IAE, c'est un tas de ramassis de machins qui ne sert à rien. Et on est convoqué un mois après en disant « c'est génial, on va vous aider à vous développer ». Vous y comprenez quelque chose dans tous ces systèmes d'évaluation, etc. Moi, à un moment donné, je pense que l'enjeu n'est pas là. Si effectivement on doit se développer, donc on va faire le job à Cocagne comme tous les autres réseaux. On a commis une série de préconisations particulières aux chantiers d'insertion, etc. Mais c'est trop chiant et technique, etc. Il faut de la souplesse, il faut de la confiance. En fait, il nous faut, messieurs, il nous faut quelques moyens supplémentaires. Il nous faut du temps, il nous faut de la souplesse. Est-ce que pourriez nous faire un tout petit peu confiance ? Et vous pensez que la confiance, voilà, elle n'est pas dans cette réforme-là? Parce que vous avez raison, c'est très techno, mais vous avez saisi un moment, vous avez rédigé donc un pacte, mais chacun a joué sa partition. L'État a joué la sienne, les fonctionnaires de l'IGAS, moi je ne les connais pas bien, mais ils ont leur propre langage, comme vous avez le vôtre, ils ont leur logique, oui, vous avez la vôtre. Au final, quand même, ça leur logique. On s'en fout. Vous avez raison, mais eux pas. Oui, mais il faut les bousculer. Oui, on a vous avez toujours raison. fait ça. Mais eux-mêmes vous bousculent beaucoup. En 1973, on déboule à Paris parce qu'à l'époque, on n'allait pas aux régions, aux départements, aux machins, etc. Même le préfet, il vous regardait avec des billes comme ça. Il disait taillez au ministère des Affaires sociales et réglez votre problème. On leur explique dans les quartiers, les clubs de prévention, dans les centres d'hébergement, on est débordé par un public qui ne s'en sort pas. Ça explose de tous les bouts. Le registre de l'intervention sociale classique, moi éducateur. Alors mon petit gars, tu as des problèmes, tu me racontes, tu n'étais pas heureux quand tu étais petit, puis aujourd'hui tu es dans un centre d'hébergement. Ben, j'ai pas grand-chose à te dire que de donner un rendez-vous mardi prochain pour discuter de tout ça. Le mec, il vous fout le bureau sur la tronche, normal. Donc à un moment donné, par rapport à ces conditions-là, on décide quoi? On décide, il faut modifier l'intervention sociale. Il faut créer des boîtes d'insertion. On va créer des entreprises. Alors, des gens extrêmement mal préparés, parce que je viens du travail social. Première fois que j'ai rencontré un banquier qui m'a parlé de besoins en fonds de roulement, je ne savais même pas de quoi il me parlait. Donc, voilà. Donc, ces choses-là, il a fallu... Donc, aujourd'hui et toutes les années, on a eu des réformettes qui, à un moment donné, ont fait une espèce de millefeuille. Qui est le boss de l'IAE? Quand on dirige des structures, on sait bien qu'à un moment donné, le boss n'est pas tout seul dans une structure. Mais en même temps, c'est bien. Là, il n'y a pas de boss. Pourquoi, à un moment donné, dans nos sociétés, on n'a pas mis... Pourquoi, à un moment donné, sur des autres fragilités, les personnes âgées, les jeunes enfants, les handicapés, on a su trouver des solutions, on a su trouver des mesures. Je ne partage pas tout à fait votre opinion. Attends, laisse-moi finir, puis après tu ne partageras pas. Non. Sur les personnes âgées, on peut en parler. Non, mais je ne dis pas que la réforme de la prise en charge de l'indépendance, on l'attend toujours. Je ne dis pas que tout est réglé. Mais moi, je vais te donner un exemple. Récemment, la semaine passée, on était en Bretagne à imaginer un ESAT qui s'occupe de handicapés qui veut devenir jardin de Cocagne. C'est-à-dire qu'il veut avoir ce support-là. Quand on a sorti nos budgets d'insertion par l'activité économique, le maire, il était mort de rire. Donc il a dit OK sur la partie machin, etc. Mais on ne boxe pas dans la même catégorie. Je ne dis pas que tous les problèmes sont réglés de ce côté-là. J'essaie de dire que l'appréhension des pouvoirs publics par rapport à la veuve, par rapport à l'orphelin, par rapport à l'enfant, par rapport aux handicapés, elle est beaucoup plus facile à défendre que celle des pauvres. Celle des pauvres, tout le monde pense la même chose dans les sphères ministérielles aussi bien qu'au bistrot du commerce, puisque j'ai la chance de fréquenter les deux. Et d'entendre les mêmes conneries. Les mêmes conneries défendues depuis les années 80 par Thatcher et Reagan. Tout ça, c'est un ramassis de feignants qu'il faut foutre au boulot et couper les minima sociaux.
Donc, en l'occurrence, ce n'est pas réglé dans les têtes des pouvoirs publics, toutes ces histoires-là. Donc, on se retrouve avec des espèces de réformettes qui manquent considérablement de vision. Et enfin, pour terminer, s'ils veulent une idée de la vision, on peut leur en donner. On est en train de vivre quoi tous, les uns et les autres, aujourd'hui? On est en train de vivre un truc extrêmement compliqué, ce qu'on appelle une transition socio-économique, etc. En fait, on peut dire tout à fait autrement, un vieux monde qui n'arrive pas à crever et un nouveau qui n'arrive pas à naître. Et on est dans un espèce de machin là au milieu où effectivement il faut faire de l'IAE, il faut faire de l'ESS, il faut faire de l'économie, etc., etc. Donc moi je donnerai un petit peu quelques indications tout à l'heure sur les perspectives d'avenir. Mais sur cette analyse-là aujourd'hui, on est dans une crise des crises, enfin c'est contesté, on va dire des problèmes que l'humanité n'a jamais rencontrés. Elle a rencontré des problèmes écologiques, elle a rencontré des problèmes économiques, elle a rencontré des problèmes de pauvreté, elle a rencontré des problèmes ou peu énergétiques, des problèmes démographiques. Mais tout ça qui arrive sur 10 ou 15 ans, confronté, voilà, c'est là que sont les vrais enjeux. L'économie, elle ne pose pas de problème particulier, on est dans l'économie. Si ce n'est que la majorité de l'économie aujourd'hui, elle est très critiquable sur sa partie financiarisation. Parce que quoi? Aujourd'hui, il y a toute la richesse du monde pour que tout le monde vive à peu près décemment, mais le partage du gâteau, il ne se fait pas bien. Il ne se fait pas bien dans le sens où, effectivement, elle n'a jamais provoqué autant de richesse, cette économie, mais pour très peu. Voilà. Et donc, en l'occurrence, l'enjeu pour nous, c'est qu'on récupère des tas de gens qui n'ont pas pris le bon train, voilà, et pour lequel il faut faire des réformes de l'IAE. Donc, aujourd'hui, par rapport à ce moment inédit qu'a jamais rencontré l'humanité, nous tous, dont l'insertion par l'activité économique, doit à un moment donné trouver des solutions inédites. Et c'est les solutions inédites dont j'espère qu'on va pouvoir parler, parce que ces machins techniques-là, ça va être un peu chiant et on va perdre son temps. Oui, alors justement, mais on a... Merci bien, je trouve qu'on a quand même de la chance parce qu'on a eu dans les différentes interventions différents registres, j'allais dire des plus techniques aux plus politiques. Je pense que ça suscite sûrement des réactions dans la salle et je vous invite à prendre la parole, à poser des questions aux intervenants. Une question là-bas. Le temps que le micro arrive et tout est bon. Vous me citez à porter un témoignage d'un rêve. Un rêve à la fois sur l'économie sociale et l'insertion. Un rêve qui est devenu vrai et un rêve qui m'a changé la vie. 1968, Medtech, parlant mal la langue de Molière, peint un bâtiment. En arrivant ici, je veux 10 chantiers où je peins. Avec 8 amis, vous voulez faire une entreprise où il n'y a pas d'exploitation de l'homme, pas le modèle, comment on peut dire, stalinien soviétique, pas de fainéantisme. On a vu donc un expert, quelqu'un pour nous proposer quelque chose. Faites les scopes, ils nous ont dit, faites un scope. Bon, scope, c'est pas ce que c'est, faites un scope. On est parti. Première année difficile. Deuxième année, ça a démarré. Alors, je raconte un peu là, des HLM de Cannes. Appel d'offres, 14 entreprises. Le moins de 10 ans, c'était nous. La COB, ça s'appelait Coopérative ouvrière de bâtiment. On a fait ce chantier. On a réussi à peu près à faire 1,5 fois le salaire moyen des ouvriers. Et on a eu félicitations à la fin. Juste une petite anecdote avec la mairie de Cannes, vous ne le dites pas. C'était 81. Il y a un qui a mis Mitterrand président. Bon, un coup de téléphone, on a passé une deuxième couche. Dans la même année, une sourd-muet se présente. Je parle d'insertion. Oh, on ne peut pas prendre le sourd-muet, qu'est-ce qu'on est peint là, c'est pas possible, on n'est pas une maison de... Oui, ça serait bien. Le secrétaire dit, ça vaut le coup. On a embauché, son frère aussi, les architectes autour de Grasse, souvent demandé pour tel chantier le sourd-muet.
Bernard, il s'appelait. Je voulais ajouter quelque chose, mais ça m'a passé de la tête. Alors, je vous remercie et je passe le micro. Merci pour votre témoignage. D'autres réactions sur les interventions des plus techno, plus politiques? Ah. François veut intervenir. Pour une fois que j'ai la parole. Non, mais j'apprécie le côté rebelle de mon ami Jean-Guy, là, qui bouscule un peu tout ça, parce que c'est vrai que nous, les acteurs de l'insertion par l'activité économique, on est un petit peu des aventuriers, on est un petit peu des rebelles. Et puis, on va avoir 60 ans, on va commencer à vieillir. Je vais revenir sur l'aspect financier. Effectivement, on entend souvent dire vous coûtez de l'argent, vous coûtez cher. Eh bien, toutes les études d'impact qui ont été faites sur les territoires, en Pays de Loire, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Nord-Pas-de-Calais, en Alsace, ont prouvé par A plus B, et je le dis aux élus, je le dis au pouvoir public, que pour un an, pour 1 euro investi dans le champ d'insertion par activité économique, ça rapportait 3 euros au marché. Et j'ai ces chiffres-là de l'association Initiative Emploi sur 20 ans. On a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 14 millions d'euros pendant 20 ans. A été reversé en pouvoir d'achat et qui a alimenté l'économie locale. 10 millions. On dit qu'on ne paye pas nos charges, etc., etc. On a reversé, en reversant aux comptes sociaux de l'État, 3 millions d'euros. Donc il faut arrêter l'image d'Épinal comme quoi, effectivement, nos structures coûtent de l'argent à la société. Nos structures, on est des entrepreneurs, on est sur l'économie, comme disait Laurent tout à l'heure, on rapporte de l'argent à la société. Et un jour ou l'autre, il faudra bousculer cette image qu'on a, parce que ça commence à suffire d'entendre toujours la même chose, vous coûtez de l'argent. Non, on rapporte de l'argent. Ok, merci pour la déclaration. Merci pour la déclaration. D'autres, oui, monsieur le conseiller régional voudrait intervenir aussi. Bonjour, je ne voulais pas intervenir parce que je ne suis pas venu pour intervenir, mais vu le débat, je ne peux pas me retenir. Donc, je suis conseiller régional, j'ai eu en responsabilité pendant très longtemps la politique de l'emploi et aujourd'hui, la collectivité régionale est en train de réfléchir, donc ça commence mal, Jean-Guy, est en train de réfléchir effectivement à revoir ses politiques en direction des structures d'insertion par l'activité économique et plus globalement sur l'ensemble de l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas effrayant de revoir ces politiques. Je crois, au contraire, avec un outil d'évaluation, c'est plutôt une très bonne chose. Sauf que j'ai quelques inquiétudes, parce que quand on revoit ces politiques et on les évalue, ça peut être pour du mieux ou pour du pire quand même. Donc moi, je suis venu pour vous écouter, et en particulier le panel qui est à la tribune, mais aussi dans la salle, pour effectivement bien savoir quels sont les besoins. Puis j'étais venu aussi pour François, parce que quand j'ai été élu en 1998, avec François, on avait fait un truc intéressant, et c'est Jean-Guy qui m'y a fait penser, c'est qu'à l'époque, moi, comme je suis un élu, donc je ne sais rien à tout. Donc j'ai demandé à certains huluberlus, dont François et quelques autres, on avait fait un petit groupe de travail, et ils me faisaient la leçon. Donc en gros, ça commençait par 1 heure d'engueulade où je me faisais engueuler. Après, j'essayais de me défendre. Et puis au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on a fait? On a construit ensemble des politiques publiques. Une des premières, ça a été sur l'insertion par l'activité économique. Ça a été un peu sportif avec les différents réseaux, donc certains étaient déjà là. Mais on l'a construit ensemble. C'est-à-dire que c'est les acteurs, les réseaux de l'insertion par l'activité économique qui ont dit voilà ce dont on a besoin aujourd'hui. Dans 10 ans, on en reparlera. Ou dans 5 ans, on en reparlera. On a fait à peu près la même chose avec l'économie sociale. Alors, ce n'est pas parfait, ce n'est pas génial. Mais je pense que ça répond un peu à la question que tu posais. C'est-à-dire que soit, effectivement, on a des politiques qui sont construites d'en haut, qu'elles soient de Paris ou de Marseille, c'est le même problème. Elles sont construites d'en haut. Sans entendre, il faut qu'elles soient construites avec les bénéficiaires éventuels de ces politiques. Et je crois que c'est ça la solution. Y compris sur la nouvelle loi sur l'ESS, il y a quelques
points positifs, tu l'as dit, il y a quelques points qui créent problème, mais la bataille n'est pas terminée encore. Hein, je veux dire. Donc moi, je crois que ce qui était essentiel, et il y a quelques élus ici qui partagent mon sentiment, c'est qu'on ne fait pas la politique sans les gens. On la fait pour eux et avec eux. Et la deuxième chose, donc je pense qu'effectivement, il y a une manière de faire, on sait que ça marche. Et à titre indicatif, je me souviens qu'il y a quelques mois, l'OCDE était venu nous voir en région Provence-Côte d'Azur. Il faisait une tournée, c'était même en 2010, il faisait une tournée mondiale pour savoir comment on répond à la crise. Ils venaient de Corée du Sud, après ils sont venus en Provence. Ils avaient entendu dire qu'en Provence, on avait une politique de l'emploi qui était efficace. Je me souviens qu'ils nous avaient dit à l'époque, si un gouvernement mettait en application les outils, les manières que vous avez utilisées en Provence, on résout l'essentiel du problème du chômage en France. Sans augmenter les moyens financiers. Donc tout ça parce qu'effectivement, même l'OCDE, qui n'est pas exactement un acteur moteur de l'insertion et de l'économie sociale, avait reconnu qu'en travaillant, fabriquant des politiques avec les structures, avec les réseaux, ça marche, c'est efficace, c'est économe en argent public, François l'a rappelé, ça rapporte à la société. Et donc moi, deuxième chose que je voudrais vous dire, en particulier au réseau, mais aussi aux gens qui sont ici présents, et à François en particulier, tu es un aventurier, vous êtes des aventuriers. C'est pas péjoratif du tout, hein. Vous êtes des inventeurs, vous êtes des donneurs, vous donnez à la société quand même. Et donc c'est à nous, élus politiques, qui sommes censés représenter la société, c'est le suffrage universel, de vous entendre, de vous écouter, d'être à votre disposition. Mais pour cela, encore faut-il que vous vous fassiez entendre vigoureusement dans vos petits réseaux, Jean-Guy, dans vos grands réseaux, Laurent, Louis, Pierre, etc., de façon à ce qu'effectivement la vie publique soit pas faite par quelques énarques qui soient parisiens ou marseillais, qu'elle soit faite pour les gens, au service des gens. C'est faisable, on l'a montré en partie en région Provence-Côte d'Azur et dans d'autres régions de France et d'autres pays. Je ne concevrais pas qu'à une période de crise où on est en situation de désespoir et même de colère et même de montée d'idées, on va dire d'extrême droite fort dangereuses, qu'on n'arrive pas à trouver les réponses, que les réponses, ça a été dit tout à l'heure, y compris avec Initiative Emploi. Vous avez une batterie d'outils, on a les solutions, il suffit de les mettre en application et de les généraliser. Donc moi, je suis très, très optimiste sur l'avenir, à condition que chacun prenne sa place. Merci. Merci bien. Que chacun prenne sa place. On a parlé des gens. Comment dans les structures que vous fédérez est prise en compte la parole des gens que vous embauchez en insertion? Ce serait une première question. Une deuxième question, vous êtes pour la plupart sous statut associatif, donc vous avez des bénévoles qui exercent des responsabilités au sein de vos associations. Ils ont la parole, ils sont acteurs. Comment vous gérez comment vous sollicitez, comment vous gérez la parole à la fois, pas forcément simultanément, hein, mais de ces deux types de publics, les usagers en insertion et vos bénévoles associatifs? Alors, toujours, hein, je pense que c'est un enjeu, je rejoins ce qui a été dit sur les logiques de démarche participative. Je crois qu'un exemple parfait, c'est aussi la télévision participative. Je crois que le chantier d'insertion, c'est une réponse aussi à cette question-là. En ce qui nous concerne, ça fait partie intégrante du projet d'entreprise. C'est quelle place on donne aux salariés, parce qu'ils sont aussi force de proposition. La révolution dont Jean-Guy parle, elle vient des individus. Elle n'est pas quelque chose de descendant. On ne peut pas dire que l'État est dans une logique descendante. C'est nous, on n'est pas dans la prise en compte des besoins des individus qui sont dans nos structures, dans nos entreprises. C'est ce qui donne aussi la particularité de nos entreprises. C'est la capacité qu'on a à donner, la responsabilité qu'on a à donner, en leur donnant la parole et en étant force de proposition dans la construction du projet de l'entreprise qu'on dirige. Ce n'est pas un chef d'entreprise qui décide tout seul, c'est aussi comment on leur laisse la libre expression, parce qu'on s'aperçoit que quand on fonctionne comme ça, il y a un vrai potentiel. Il y a un vrai potentiel, une vraie richesse, et ça correspond réellement à leurs besoins. Je crois que ça, c'est vraiment... Et dans les projets de nos entreprises, c'est notre responsabilité. Moi, je crois que là, la démarche, nous, on a ce qu'on appelle participation à la PSVE, participation à la vie sociale de l'entreprise. C'est quelque chose qui fait partie de la clé du projet de l'entreprise. Voilà. Merci pour la PSVE.
Non, mais je trouve ça marrant parce que, à juste titre, vous avez vilipendé l'IGAS et j'imagine combien pouvait être techno leur rapport, que je n'ai pas lu et que j'ai pas du tout l'intention de lire. Mais quand on vous entend, sur un discours dans lequel on vous sent extrêmement investi, vous nous parlez de la PSVE, c'est ça? Ouais, je trouve ça. Quand vous serez grand, vous serez inspecteur de l'IGAS. Ah, surtout pas. Non, mais c'est vrai qu'on a tendance. Non, mais c'est vrai qu'on a tendance. Moi, je trouve c'est qu'on a quand même bien compris, notamment sur la première intervention, mais je te redonne la parole tout de suite. On a bien compris qu'il y a eu une opportunité de saisie au moment de la campagne des présidentielles en disant nous, on a des propositions à faire et on s'en empare, mais je pense que dans ce monde-là, chacun joue sa partition et il joue sa partition avec l'instrument qui lui est le plus familier, quoi. Enfin, je ne suis pas sûr de bien me faire comprendre, mais j'y reviendrai. Non, mais je suis d'accord. Sur le rapport de l'IGAS, qui est très technique, il était même faux, le rapport. Hein, donc, il n'est même pas technique. On ne peut même pas avoir le respect de la précision technique. Mais nous-mêmes, on ne dit pas forcément toujours la vérité. C'est pas le sujet. Non, sur la question de la participation, c'est un point essentiel. Il y a dans les entreprises, nous on a des formes d'entreprises, entre guillemets, presque classiques ou ordinaires, même si le projet ne l'est pas. Et donc, on utilise le dialogue social. Et tous les représentants, les délégués du personnel, les CE, quand on a un CE, etc. Et moi, je crois beaucoup à la réactivation de ces organes-là, quand ils ne sont pas complètement galvaudés. Ça peut être. Parce que moi, j'ai un exemple dans mon entreprise. On a un CE, et à l'époque, il n'y avait pas le CE, il y avait les délégués du personnel. Et dans les délégués du personnel, on en avait en insertion. Des personnes en insertion qui sont autour de la table et qui avaient un avis à donner, qui représentaient. Donc il y a tout l'aspect pédagogique là-dessus. Puis, le gars lève le doigt et dit « Dis-moi Laïc », Laïc c'est pas mon prénom, c'est mon nom, en fait chez toi c'est super, il faut foutre le bordel pour qu'on s'occupe de nous, quoi, parce que finalement on s'occupait que de ceux qui volaient, et il dit mais nous on a, et pour ceux qu'on n'entend jamais, qui, je vous l'accorde, hein, travaillent pas trop bien, se cachent un peu de temps en temps, ceux-là on fait jamais rien. Alors là, bien sûr, mes lieutenants, mais c'est pas possible de dire ça, hop, discours politique, là, parce que nous, on fait du social, on est forcément bon. Et puis, on commence à réfléchir, on dit, mais finalement, ce qu'il nous dit, c'est peut-être pas si con que ça. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait pour la majorité, ou qu'est-ce qu'on garantisse à nos salariés quand ils viennent chez nous, de ce qu'on va leur apporter. Et donc, on a développé toute une approche comme ça. Comme quoi, le dialogue social, contrairement à ce qu'on entend tous les jours à la radio, il n'est pas toujours conflictuel ou clivant ou non créateur de valeur. Là, pour nous, en l'occurrence, il l'a été. Parfois, il ne l'a pas été, mais là, en l'occurrence, il a été. Et donc, il y a ce système-là d'associer nos parties prenantes et donc nos salariés en insertion, comme ceux qui ne sont pas en insertion d'ailleurs, sont des parties prenantes du projet. Il y a plusieurs façons de le faire. Chacun va avoir d'autres façons de le faire, mais il me semble essentiel de pouvoir réinvestir ce champ-là. Deuxième point, dans les fédérations, la fédération du CNEI aujourd'hui est dans une révolution complète et dans la révision de son modèle et de son organisation interne. Alors on a un bureau fédéral, c'est les gens des régions, c'est des barons locaux de nos régions. Hein. C'est celui qui ouvre sa gueule et qui dit pas trop de conneries. Enfin, au moins une fois qu'il n'a pas dit des conneries dans sa vie, hop, il va rentrer dans le conseil fédéral, qui d'ailleurs est assez bloqué, fermé, parce que ça ne se renouvelle pas. Et puis là, on va élire un bureau qui va élire un président. Alors bon, imaginez les gens qui sont au bureau, le lien avec la réalité du concret de tout le monde, c'est toujours difficile, quoi. Surtout après 20 ans d'existence. Donc là, on est en train de mettre un coup de pied dans la fourmilière en disant, bon, et si on associait dans notre conseil d'administration nos cadres, nos états, pourquoi pas des gars en insertion, des gens qui ont marqué la vie politique de ce pays, qui nous suivent et qui nous soutiennent, des élus, pour leur redonner envie. Bon, voilà. Et donc on est en train, dans notre gouvernance, de repenser ce système-là, comme certains le repensent aussi d'ailleurs. Alors peut-être que nous, on est peut-être un peu en retard, mais il me semble essentiel que nos structures soient encore plus en prise avec la réalité du quotidien. Moi, je suis surpris aujourd'hui, et c'est pour nourrir le débat qu'on va avoir après. Ici, on a parlé de rêve. Dans nos entreprises, on ne rêve plus. Nos entrepreneurs, ils ne rêvent plus, ou rêvent pas assez. Moi, quand je suis rentré, je suis ingénieur de formation, je n'ai pas du tout la culture travailleur social au départ. Je ne comprenais aucun des mots qui étaient prononcés dans ces cercles-là parce que je ne les connaissais pas. Il y en a toujours que je ne connais pas d'ailleurs. Mais je suis arrivé à développer ma boîte. On m'a laissé développer ma boîte. À la fois, elle était associative à l'époque parce que j'avais un conseil d'administration, certes un peu absent, qui est dramatique dans nos structures, mais qui comprenait bien qu'il fallait qu'il y ait un homme qui ait des idées et qui développe. Donc ils m'ont laissé le droit de développer mon entreprise, ce qu'aucune entreprise classique ne laisserait un dirigeant non actionnaire majoritaire. Donc ça, c'est une force de nos structures. Mais j'avais aussi en face de moi des techniciens, des élus qui avaient envie.
Moi, je me rappellerai toujours, la DAS, c'était le moment où on n'était plus financé par la DAS, mais par les directs. Ouais, le gars qui s'occupait de nous à la DAS, il me dit, bon, Alaïc, on a 60 000 euros, enfin l'équivalent de 60 000 euros, on te les file, je les ai reçus sans jamais faire une demande fais-nous un service RH spécialisé dans l'insertion. Dans ta boîte, on veut voir ça, on veut tester. Et donc, il me challengeait. Et donc, on avait des acteurs, comme toi, par exemple, qui avaient envie de changer un peu les choses et de changer un peu le monde avec nos petits outils. Aujourd'hui, on a de moins en moins. Alors, je ne dis pas que c'est parce que les élus, ils n'ont plus aucun intérêt, ils ne pensent plus à ça, et c'est ça. Je ne vais pas dire ça, surtout pas dire ça. Je dis que c'est à nous aussi à faire rêver nos partenaires, parce que moi, je n'aurais pas eu ces gens en face de moi, je n'aurais pas fait l'entreprise qui est celle qui est aujourd'hui. Nous, on était 10, on est 500 équivalents temps plein aujourd'hui, c'est 1600 bulletins de salaire qu'on fait tous les mois, etc. Cette évolution en un peu moins de 15 ans n'aurait pas été possible si on n'avait eu que des technos dans les directs qui vont nous dire, attends, l'équivalent de temps plein, les sorties positives à 60%, qui est 61%, qui est dans la salle est capable de dire qu'il a des sorties positives à 61 ou 58 ou 50, je sais pas quoi. Enfin, c'est aberrant, quoi. Et donc, il faut qu'on réinvestisse ce champ, et c'est à nous, comme dit Jean-Guy, comme les pionniers ont fait, c'est-à-dire que la loi a toujours suivi l'initiative sociale ou l'entrepreneuriat, nos entrepreneuriats. On a été des hors-la-loi tout le temps hors-la-loi. À notre façon. Et puis la loi, après, elle a dit, ouais, c'est vrai que finalement, ce qu'ils font, on en a besoin. Hop, et la loi nous a suivis. Aujourd'hui, on a parfois le sentiment, auprès des pouvoirs publics, que nous, on est en attente d'une loi qui serait bien pour nous, mais on ne sait pas vraiment comment elle pourrait être bien, pour qu'on commence déjà à dire, on va aller plus loin, on va avancer. Non, il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Je ne dis pas, c'est difficile pour moi de dire qu'il faut se mettre hors la loi, mais enfin, c'est dans le principe, c'est dans ce que j'appelle moi le rebelle constructif, de dire non, je résiste à ça et puis je propose ça pour qu'on puisse avancer ensemble et faire rêver nous, mais aussi nos partenaires. Je finis juste sur le point qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de cadres, plein de jeunes qui ont envie de faire de l'entrepreneuriat social, à l'ESSEC, à HEC, dans des universités, etc. Le problème, c'est que pour eux, l'entrepreneuriat social, c'est parfois, allez, je pars en coopération dans un truc humanitaire à l'autre bout du monde, je voyage et je fais des trucs pour des extrêmement pauvres dans des parties du monde. La question pour nous, c'est de dire non, les pauvres, ils sont chez nous, les projets sont peut-être un peu moins sexy, il fait moins chaud, il fait moins beau, bon, mais à un moment donné, on en a besoin. On a besoin de ces gens-là. Et donc, comment nous, à partir de gens qui ont une envie, comment on les amène à rêver aussi avec nous, à prendre leur place, donc à les associer dans notre projet, pour qu'ils puissent prendre le relais et être aussi à leur façon des rebelles constructifs, etc. On manque d'entrepreneurs sociaux aujourd'hui. Parce que là, on parle de nos structures, c'est bien quand même la rencontre entre un projet économique avec un bonhomme et une équipe, un projet social affirmé qui dit, voilà, moi, je veux transformer les choses sur ce point-là, des territoires parties prenantes qui disent, ton projet, il est utile, il en a besoin, etc. Donc c'est une alchimie un peu particulière, mais qui va tourner aussi sur la capacité de trouver des personnes, des individus, quoi. Je veux bien qu'on parle toujours du collectif, mais c'est aussi des individus qui, par leur action, veulent avancer, veulent transformer, veulent entreprendre. Alors on a dit entreprendre autrement, on a dit entreprendre, bon, tous les termes sont, moi je ne sais pas si j'entreprends autrement, j'entreprends doublement, une fois pour mes marchés, parce que quand je vais prendre un marché, je ne suis pas plus tendre que celui qui ne fait pas du social, enfin de l'entreprise classique. Je me bats comme un lion pour avoir mon marché. Mais j'entreprends aussi avec mes salariés, parce que quand il y a quelqu'un qui ne veut pas travailler et qu'on lui dit, non, tu vas quand même travailler, et puis même si tu n'as pas compris, on va te l'expliquer encore 25 fois, j'entreprends aussi, puis je lui permets de réaliser son projet, de devenir autonome. J'entreprends avec les territoires quand ils me disent, Laïc, t'es trop gros, bon, physiquement certes, mais aussi dans la taille de ma boutique, il y en a marre de te voir partout. Je dis, mais je vais quand même pas m'arrêter de travailler parce que vous voulez pas me voir, enfin, bon, etc., etc. C'est l'entreprendre à plusieurs niveaux. Je pense même que le terme entreprendre autrement, alors je sais que c'est pas partagé, mais il faut qu'on change ce terme-là. On entreprend. Le fait de dire autrement, c'est aussi dire qu'on ne participe pas au marché tel qu'il est aujourd'hui. Après, j'arrête, promis, mais quand on est... la dernière fois, on me dit, mais c'est incroyable, vous êtes propriétaire de votre siège social. Moi, je suis propriétaire de rien, je vous rassure. Oui, j'ai 5% de la part de la holding, de l'argent que j'ai mis moi personnellement, de mes économies sans partir en vacances, que je ne reverrai jamais. Mais je dis, mais oui, je suis propriétaire de mon siège social, j'ai de la trésorerie, j'ai des fonds propres. Donc, entre guillemets, je suis riche. Oui, et alors ? Je ne verse pas ce que je gagne à des actionnaires tous les ans. Je ne paye pas de dividendes. C'est ça ma richesse.
Je le garde, donc je le garde, je l'accumule, j'ai acheté un siège, je fais ci, et donc j'ai un avantage concurrentiel par rapport à ces concurrents de l'économie traditionnelle, parce que justement, je ne pille pas tous les ans mon entreprise. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ne pillent pas leur entreprise, hein, c'est pas ce que je dis, mais là je parle plutôt à des boîtes du type CAC 40, où on n'a que des dirigeants ou des salariés qui vous expliquent la vie parce qu'ils croient la connaître mieux que vous. Bon, voilà. Et donc c'est ça, enfin moi le message que j'ai aujourd'hui, alors je ne sais pas si ça peut se construire dans les réseaux, ça, parce que c'est assez impertinent. Aujourd'hui nos réseaux, ils sont soumis, alors on passe notre vie dans des réunions, quand on en a 10, on nous en met une 12e, on ne sait toujours pas pourquoi on y va, puis quand la personne nous parle, on dit mais merde, je croyais que j'avais réglé ça avant. Une fois qu'on a réglé avec les pouvoirs publics, c'est nos propres adhérents qui n'ont pas compris le truc, ils nous disent qu'est-ce que fait le CNUI, ou qu'est-ce que fait Coras, ou qu'est-ce que fait Chantier École. Quand ça s'est réglé, on croyait être d'accord entre nous, nos amis, et puis en fait on n'est pas d'accord. Bon, enfin, on passe notre vie à des conneries qui sont utiles, parce que selon ce qui sort l'année prochaine, ça va nous pénaliser ou nous aider. Mais ce n'est pas là où on arrive aujourd'hui, chez nous en tout cas, à avoir le cœur, la substance de réflexion sur ces questions-là, et où on doit être capable, à quelques-uns, alors les vieux comme moi, parce que moi aussi j'ai les cheveux blancs, parce que ça fait 15 ans, à l'époque j'étais le plus jeune dans mon secteur, maintenant je fais partie des plus vieux, essayer d'insuffler ça, alors bien sûr pas de façon contraire au réseau, mais il faut qu'on prenne notre destin en main, et ça c'est la responsabilité de tous les acteurs. On entend toujours nos acteurs se plaindre, alors à juste titre, hein, bien souvent. Mais à côté de la plainte, il faut aussi la proposition, l'action. Quand je vois ce qu'a fait François ici, je l'ai toujours entendu se plaindre aussi à l'époque, mais il a fait, il avance. Non, mais on n'était même pas d'accord, on était en opposition tous les deux. On s'est engueulés, on s'est détestés. Bon, voilà, pour être clair. Mais c'est pas grave, avec Daniel Sennenbinder, c'était pareil. Mais c'est ces acteurs-là qui ont pu faire aussi le secteur tel qu'il est aujourd'hui. Donc il nous faut ces relais-là. Voilà. Ok, alors vous avez parlé entrepreneur rebelle, je crois, hein, vous avez dit, vous avez évoqué vos ou nos cheveux blancs. Vous avez des collaborateurs qui sont aujourd'hui dans vos boîtes. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour passer au troisième point de l'ordre du jour? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans 20 ans? Qu'est-ce que vous leur laissez? Qu'est-ce que vous leur laissez comme piste au-delà du message qu'on a bien entendu, hein, il faut se bouger le cul, il ne faut pas se laisser faire par l'IGAS, il faut être inventif. François a évoqué, moi j'ai bossé avec François et ses collaborateurs sur des projets de pain qu'on n'a jamais vus. J'ai été président d'une UTTI, je suis allé au tribunal pour la fermer. On a bossé sur les paniers de la mer pour commercialiser l'invendu décrié. Je crois qu'on s'est un peu fait niquer sur cette affaire-là, mais ça n'a pas vu le jour. Mais il y a quand même des projets. Alors il y a des projets de ce type-là qui ressemblent un petit peu à des bricolages. Vous avez évoqué quand même des pistes qui sont, personnellement, je trouve intéressantes, sur la certification, sur le développement du dialogue social. C'est quoi qui fera la vie? Quelle sera la vitalité de vos boîtes demain, de vos boîtes et de celles que vous fédérez? C'est bien sûr le sens de ma question. Qu'est-ce que vous allez laisser aux gars et aux filles de 35 balais que vous embauchez, ou plus jeunes ou plus vieux, mais que vous embauchez aujourd'hui et qui seront à votre place dans 20 ans? Peut-être, je ne sais pas, faire circuler la parole. Moi, je dirais la reconnaissance. Aujourd'hui, ce qui nous manque le plus, c'est la reconnaissance, c'est-à-dire la reconnaissance par rapport à la qualité, la pertinence de nos actions, de ce qu'on met en place, et c'est-à-dire qu'on soit reconnu comme acteur, comme des entrepreneurs sur les territoires, et qui arrivent, et qui sont, je dirais, un maillon nécessaire par rapport à le développement des territoires, la cohésion du territoire et des réponses à un certain nombre de besoins. Je pense que dans 10 ans, par rapport à ce qui se construit aujourd'hui, faudrait qu'on arrive à faire en sorte de transmettre cette reconnaissance-là dont on court derrière depuis un certain nombre d'années. D'accord. D'autres pistes?